Bien, merci beaucoup. Je voulais remercier tout d'abord Jean Sibylia d'avoir permis que cet espace de discussion et de débat puisse se faire ici dans cette université. C'est un sujet dont on a beaucoup parlé dans les médias, quand même, la question des dérives sectaires en santé. Beaucoup dans les médias, assez peu en fait sous la forme d'un débat où je dirais c'est plutôt certaines informations qui sont passées en premier. Et je veux dire qu'il y a en parallèle aussi un effort du côté du ministère pour lutter contre la désinformation en santé, pour promouvoir l'esprit critique. Il y a ici à cette table des personnes qui sont d'ailleurs des militantes de l'esprit critique. Je pense à vous, Madame Boucher, donc je suis ravi qu'on puisse partager un peu ces mêmes valeurs ensemble. Et ça va être l'objet justement de mon propos, de peut-être apporter quelques nuances à des choses que j'ai pu entendre aujourd'hui. Donc c'est un peu facile quand on arrive à la fin, parce que ça permet déjà d'apporter quelques éléments de contraste. C'est un premier point déjà, c'est que sur les pratiques de soins non conventionnels de manière générale, on incite beaucoup sur leur risque, mais il faut quand même rappeler que si beaucoup de patients y vont, et c'est 40% de la population française, 80% des patients qui ont des maladies chroniques, c'est d'abord parce qu'ils y trouvent un intérêt. Donc oui, il y a des risques, mais les patients y trouvent un intérêt, et je pense aussi qu'on peut considérer que s'ils font ce choix, ils ne le font pas tout à fait de façon naïve. Le dernier rapport au Doxa UNADFI montrait que 70% des personnes interrogées dans ce rapport avaient conscience d'un risque potentiel de dérive, mais bon, on peut considérer aussi qu'ils ont une forme d'intelligence. Ça ne veut pas dire que les dérives n'existent pas. Mon propos en aucun cas ne se veut rassuriste. Il y a des dérives avérées, c'est évident. Il y a des thérapeutes qui abusent de leurs patients. Maintenant, il faut avoir un tout petit peu de contraste. Le principal risque en fait dans les approches de soins non conventionnels, c'est leur usage alternatif. Et c'est pour ça que la distinction qu'a apportée le professeur Bloch était importante. Ce n'est pas les thérapies qui sont alternatives en soi, c'est leur usage alternatif. Donc, par exemple, l'acupuncture pourrait être utilisée de façon alternative dans l'espoir de traiter curativement un cancer. Ce serait alternatif, ce serait dangereux. Mais quand elle est utilisée en complément des soins conventionnels, on n'est pas du tout dans le même niveau de risque en fait. Et donc, ça c'est un premier élément pour dire que l'alternatif est dangereux. Et quel est le pourcentage de patients qui sont vraiment dans un usage strictement alternatif, par exemple dans un cas de cancer? On n'a pas beaucoup d'études. Les quelques cas qui existent sont beaucoup relayés dans les médias, au point où du coup on se dit les pratiques de soins non conventionnels c'est dangereux. En fait, les enquêtes populationnelles, ça montre que c'est à peu près 5% des patients qui sont dans cette vision très très anti-système et qui ne veulent pas des soins conventionnels. Et donc voilà, pour se dire que dès qu'on commence à aller vers une maladie un peu grave, généralement les patients ont quand même ce réflexe de se dire je vais quand même me tourner vers des soins conventionnels. Ça ne veut pas dire que ces cas de dérive n'existent pas, en aucun cas, mais ils sont globalement assez faibles. Donc les dérives, elles existent, elles sont, quand on regarde le dernier rapport de la Miviludes, elles ciblent principalement des praticiens qui n'ont aucun titre, aucune formation finalement en santé. C'est 50% qui ont, plus de 50% qui n'ont pas de titre dans un domaine qualifié, mais il y a quand même 20% qui sont des professions médicales. Et c'est là que l'ordre des médecins intervient. On a bien vu que la pandémie avait été l'occasion de discours par certains médecins et notamment par des universitaires qui étaient quand même très en décalage avec le consensus scientifique majoritaire, qui montre que les dérives, elles existent aussi au sein même finalement de la profession médicale. C'est pas que du côté des non-professionnels de santé. Et puis que la régulation de ces dérives, elle est compliquée. Les politiques sont parfois impuissants, d'où cette loi qui est parue dernièrement. Et puis on voit aussi la difficulté parfois même des ordres professionnels, comme l'ordre des médecins, à régler d'autres dérives de grande envergure, comme celle du procès Luce-Kouarnec par exemple, qui montre que ce type de dérive n'est pas l'apanage, je dirais, des praticiens non conventionnels. Alors maintenant, pour rentrer un petit peu plus dans l'épaisseur un peu du sujet, puisqu'on parle de pratiques de soins non conventionnels, et vous en avez donné une définition qui dit, c'est quelque chose c'est des pratiques qui ne sont pas intégrées dans l'enseignement de la médecine, qui évoluent en parallèle des soins conventionnels, qui ne sont pas prouvées scientifiquement. En réalité, ça c'est des affirmations que tient le ministère de la Santé, des affirmations que tient aussi l'ordre des médecins, mais qui ne reposent pas en fait sur des fondements scientifiques. Une analyse critique en fait de ces différents critères montre que ces critères ne permettent pas de définir une frontière nette en fait entre ce qui est conventionnel et ce qui est non conventionnel. Alors peut-être ceux qui ont été habitués à ce type de discours sont choqués quand ils entendent ça, mais on a écrit un article qui détaille de façon très fine en fait la liste de ces critères. Juste un exemple. L'acupuncture est recommandée dans plusieurs indications, dans la prévention des céphalées, dans la prévention des nausées après des traitements par chimiothérapie, par plusieurs sociétés savantes sur la base d'études scientifiques. Cette pratique-là, elle est réservée aux professions médicales. Elle fait l'objet de la plus haute formation et qualification en médecine, qui est une capacité en médecine. Et pour autant, elle est considérée comme non conventionnelle.
Alors, elle est considérée comme non conventionnelle par le ministère de la Santé. L'Ordre des médecins, lui, est plus ambigu. Il dit que c'est ni conventionnel ni non conventionnel. C'est un procédé thérapeutique qui est considéré à tort comme non conventionnel. En gros, c'est quelque chose qui est un tout petit peu curieux et qui montre en fait l'embarras face à ces médecines. L'homéopathie, c'est pareil. C'est considéré comme non conventionnel, or c'est réservé aux médecins en France. Pas en Suisse, pas en Allemagne, mais en France, c'est réservé aux médecins. Et tout ça pour dire que, comme le disait tout à fait bien le docteur Bloch tout à l'heure, la frontière entre conventionnel et non conventionnel, en fait, ça fait 200 ans qu'il y a des allers-retours pour certaines approches. La médecine conventionnelle, en fait, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que le système de médecine qui est dominant dans un pays donné à un moment donné. Donc ce n'est pas un critère scientifique, c'est un critère qui est plus sociologique, c'est un critère qui est, on va dire, anthropologique, mais qui n'est pas un critère scientifique. La preuve permet de donner quelques éléments d'efficacité, mais vous avez aussi beaucoup de traitements qui, dans la médecine dite conventionnelle, soit n'ont pas de preuve d'efficacité, soit sont utilisés dans des contextes qui n'ont pas fait la preuve de leur efficacité. Typiquement, l'utilisation des antidépresseurs, je suis psychiatre, face à un burn-out, face à des dépressions légères, face à des séparations sentimentales. Vous avez des médicaments qui sont remboursés par les caisses d'assurance maladie, sur la base d'une efficacité dans les dépressions notamment sévères, mais qui sont utilisés de façon courante et remboursés par les caisses d'assurance maladie, sans aucune preuve d'efficacité. Et ça, c'est la médecine conventionnelle, dont on dit qu'elle est prouvée par la science. En fait, vous voyez bien que tout ça a des limites. Et donc voilà, il y a beaucoup d'approches qui sont listées dans ce rapport de l'Ordre des médecins, qui questionnent en fait sur la place que leur accorde l'Ordre des médecins dans les approches non conventionnelles. Et je pense que l'explication, on la trouve un peu dans ce qui est marqué en bas de ces fiches, c'est que le CNOM, en fait, pour élaborer ces fiches, a regardé, je cite, les fiches Internet qui figurent par les promoteurs de ces approches. Je pense que voilà, une autre approche pourrait être de regarder la littérature scientifique, en fait. Ce serait une démarche un peu plus scientifique pour vraiment comprendre l'épaisseur un peu de ce domaine. Et c'est pour ça que le CUMIC a proposé son aide au Conseil de l'Ordre pour élaborer de futures fiches dans le futur. Maintenant, je vais en revenir à la question des dérives sectaires, puisque c'est vraiment le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Et donc, oui, c'est un sujet, oui, c'est important d'en parler aux patients, et c'est important de les informer des niveaux de risque et d'évaluation de risque. Mais je pense qu'il est important aussi de bien comprendre le phénomène avec une expertise scientifique. Ça veut dire qu'est-ce qu'on entend par dérive sectaire, qu'est-ce qu'on a comme indicateur pour mesurer les dérives sectaires, et qu'est-ce que nous disent justement les différents rapports. Et ça, je pense que c'est d'autant plus important que la communication médiatique autour de ce rapport a donné lieu, par exemple, à plus de 100 publications dans les médias en 3 jours, et de publications qui étaient assez sensationnalistes, avec le ministre délégué qui parle que l'heure est grave, avec même une loi qui a été votée l'année dernière, sur laquelle j'ai aucun problème avec cette loi, mais qui a été votée sur la base d'un narratif disant que les dérives sectaires en santé avaient explosé. Maintenant, la question, c'est que disent les faits, en fait, que disent les chiffres. Alors, vous disiez, Madame représentante de l'ADFI, que l'ADFI avait enregistré une augmentation des signalements depuis la pandémie. En fait, le soir du vote de la loi, la porte-parole en fait, de l'UNADFI expliquait justement au micro d'une émission télévisée que, contrairement justement à ce qui était évoqué sur une explosion des signalements après la pandémie, il n'y avait pas de phénomène d'explosion et que c'était plutôt un phénomène, je dirais, continu qui était observé. Quand on regarde maintenant les chiffres, je vous donnerai les références de cet extrait. Quand vous regardez maintenant les données que donne la Miviludes, si on s'appuie simplement sur les chiffres de saisine en santé entre 2016 et 2021 sont restés stables. Ils n'ont pas bougé. Donc il n'y a pas d'argument pour parler d'une augmentation ou d'une explosion des dérives. Qu'est-ce qu'on entend par saisine? Les saisines, ce sont un mélange d'informations qui sont soit des demandes d'informations, soit des signalements. C'est-à-dire des signalements, c'est des témoignages qui indiquent un risque. Le rapport de la Miviludes disait en 2021 qu'à peu près la moitié de ces demandes d'informations concernaient des signalements. Cette distinction, elle est effacée en fait dans le dernier rapport, ce qui pose un peu question parce que ça ne permet pas de façon fiable justement de faire la distinction entre ce qui est une simple demande d'information et une demande d'information qui recentre sur des risques, plus spécifiquement. Et quand on se regarde les rapports précédents, eh bien, il y a un indicateur à un moment qui montrait qu'il y avait à peu près peut-être un quart, qui était un quart des saisines qui arrivaient en santé qui concernaient vraiment des signalements. Tout ça ne dit encore rien sur les pratiques de soins non conventionnels dont on parle ici aujourd'hui. Les pratiques de soins non conventionnels représentaient dans les derniers rapports à peu près un tiers des saisines qui arrivaient à la Miviludes.
le tout dernier rapport ne mentionne aucun chiffre en fait sur la proportion des saisines en santé qui concernent précisément les pratiques de soins non conventionnels. Donc ça veut dire que les rapports de la Miviludes nous donnent des informations sur ce qui arrive à la Miviludes en termes d'information, mais rien sur quelle est l'information du risque. On ne sait pas bien non plus quel est le niveau d'enquête qui a été fait pour comprendre quel est le type de dérive avérée. Est-ce que c'est juste un témoignage de quelqu'un qui dénonce ou s'il y a vraiment une enquête avec un croisement des perspectives qui a permis d'aboutir à ça. Et on ne sait encore pas quelle est la part de risque associée directement aux pratiques de soins non conventionnels. Alors, un indicateur peut-être un peu plus élevé de risque, c'est les signalements qui sont transmis par la Miviludes au procureur de la République. Et là, on voit que dans le dernier rapport, il y en a entre 20 et 40 par an, tout domaine confondu, ça veut dire même pas seulement que dans le domaine de la santé. Donc, je pense que quand on promeut l'esprit critique, quand on promeut la science et quand on promet un peu l'analyse critique, il est important aussi de communiquer sur ces éléments, non pas encore une fois pour être rassuriste, mais pour se dire ces éléments-là nous questionnent quand même sur l'interprétation qui est donnée aujourd'hui des chiffres de ces saisines. Alors, maintenant, autre point, les saisines au global ont augmenté avec la Miviludes. Et Nance l'évoquait tout à l'heure, entre 2015 et 2025, le chiffre a été doublé en termes de saisines qui arrivent à la Miviludes. Si on compare maintenant les chiffres depuis 2021, l'augmentation a été de 4 à 5% par an, ce qui est en dessous des augmentations à peu près de 8 à 10% qu'il y a par an depuis que les saisines sont notées au niveau de la Miviludes. Mais comment on peut interpréter ces chiffres? En fait, ces chiffres, ce ne sont pas des données épidémiologiques en fait, sur les dérives en santé. Elles reflètent surtout la propension qu'ont la population générale, les instances de l'État, à solliciter la Miviludes, soit pour des demandes d'information, soit pour des signalements. Donc, ce n'est pas une observation, les saisines de la Miviludes ne sont pas une observation passive d'un phénomène qu'on sera en train de regarder, c'est quelque chose qui est activement dépendant de l'action de la Miviludes pour se faire connaître, de sa publication dans les médias, etc. Donc, en gros, c'est comme si vous faisiez une campagne de dépistage pour un cancer et que vous observiez 2 ans après que le nombre de cancers a augmenté. Bah oui, mais ça, c'est l'effet du dépistage, en fait. Et voilà, ces éléments-là sont bien connus par la Miviludes, elle l'évoque dans certains de ses rapports, pas dans le dernier, et ces éléments-là n'ont jamais été repris de façon un peu critique dans les médias. Donc tout ça me semble important en tout cas à évoquer, et je veux dire, on a écrit 2 articles qui ont été publiés l'année dernière pour décrire un peu ces phénomènes. La Miviludes a été interpellée par 3 questions écrites à son ministère de tutelle au cours de l'année écoulée. On s'attendait un peu à ce que le plus récent rapport apporte un peu des éléments de précision sur ces différents éléments un peu chauds quand même, pour savoir un peu à quoi on a affaire. Et je veux dire que mon analyse critique de ce rapport, qui va être publié bientôt dans un article, me questionne en fait sur la qualité de ce rapport qui a encore chuté en réalité par rapport à avant. C'est-à-dire que les chiffres par année ne sont pas fournis, on ne sait pas combien concernent vraiment des demandes d'inquiétude et on ne sait toujours pas combien concernent les pratiques de soins non conventionnelles. On le sait encore moins alors que les précédents rapports donnaient ces informations. Donc voilà, tout ça pour dire que derrière les communications sensationnalistes, je pense qu'il faut rétablir un peu de science, un peu d'esprit critique et c'est un peu ce que je voulais évoquer là. Et il y a une capsule que j'ai faite aussi comparant un peu les analyses françaises et suisses que vous trouverez sur Internet qu'on a postées il y a quelques jours. Donc ce risque, il est à prendre en compte, il s'évalue. Le CUMIC a publié une grille d'évaluation du risque qui porte sur les aspects sectaires, mais pas uniquement. Et maintenant, la question, c'est que faire en pratique, en fait, puisque d'un côté, vous avez des patients qui consomment beaucoup ce type de pratique, qui se tournent de façon forte vers ce type de pratique, et de l'autre, un message des autorités de santé qui est surtout en train d'insister sur les risques et sur des aspects plutôt dissuasifs. Les patients, qu'est-ce qu'ils veulent, en fait? Ils veulent, en gros, et c'est le sondage de Sodoxa Inadfi qui le dit, ils veulent qu'on encadre mieux ces pratiques, pas qu'on les interdise. Ils veulent qu'on les encadre mieux pour qu'ils puissent avoir un accès sécurisé à ces pratiques. Et ça, c'est quoi? Eh bien, c'est ce que propose la médecine intégrative. La médecine intégrative, c'est l'intégration de certaines pratiques de soins non conventionnels, pas toutes, aux soins conventionnels, pour créer un espace de consommation de ces pratiques de soins non conventionnels à moindre risque. Même stratégie que celle qui est utilisée en addictologie, en fait. Ou se dire que vouloir interdire, etc., ça va en réalité plutôt être dissuasif, ça va même renforcer les pratiques clandestines, donc exposer les patients à des risques supplémentaires, alors qu'un espace ouvert d'intégration permet de réduire ces risques. Donc ça, c'est ce qui peut être proposé dans le contexte des soins, et c'est ce que certains pays ont été amenés à faire, par exemple la Suisse,
Pas tant parce que les politiques le voulaient, mais parce que la population l'a demandé. La population s'est exprimée à une majorité des 2/3 et a dit « nous, c'est ce qu'on veut en fait ». On veut pouvoir avoir des naturopathes, c'est le nouveau terme, qui soient bien formés et pour lesquels qui ne nous exposent pas à des risques. On veut des services de soins conventionnels avec une intégration de ces pratiques de soins non conventionnels. Si on faisait un même sondage en France, je vous garantis qu'on aurait le même type de réponse. Pourquoi ? Parce que les Français sont même au-dessus des Suisses et des Allemands en termes de consommation de soins non conventionnels. Ça, c'est pour l'aspect un peu clinique. Pour l'aspect enseignement, comme le disait tout à fait Jean Sibilia, il y a une initiative nationale actuellement pour créer un DU de médecine intégrative. Et je ne pense pas du tout que ce soit un entrisme et que ce soit un risque, que ce soit une infiltration, qu'il y ait des approches comme ça qui viennent dans les universités. Au contraire, en fait. Je pense qu'il y a bien un lieu où il faut enseigner de façon critique ces approches-là pour éviter justement que l'enseignement soit fait que par des écoles privées, bien c'est l'université, en fait. Quel autre lieu sinon ? Et donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Ce projet de DU est très en cours. Et puis, on a fait aussi, pour dire que la faculté de médecine de Strasbourg était pointée du doigt par rapport à ses formations sur la médecine anthroposophique. Alors, ce n'est pas des DU, je rappelle, contrairement à beaucoup de fake news qui circulent un peu sur les réseaux. C'est juste des modules de formation complémentaires dans le cadre de la formation continue. Et donc, il y a eu des critiques à la faculté sur dire « mais pourquoi vous enseignez ça dans l'université ?» Et la question, c'est... Déjà, ces programmes d'enseignement sont choisis et décidés par consensus. Donc, il n'y a pas qu'une personne, ce n'est pas de l'entrisme comme ça par l'effet d'une personne. Et puis deux, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit pratiquer l'obscurantisme et dire on n'enseigne pas, ou bien on accepte de le faire avec un regard critique. Et c'est le sens de l'Observatoire de l'enseignement des pratiques de soins non conventionnels que Jean Sibilia a vraiment souhaité pouvoir créer et que j'ai le plaisir de pouvoir présider, dans lequel on s'est dit, voilà, il y a des critiques qui sont faites au sein de notre université sur comment on enseigne les pratiques, qu'est-ce qu'on enseigne, eh bien on va aller examiner comment nos enseignants en parlent. On a fait une grille d'évaluation de ces enseignements, les profs se sont fait évaluer, ils ont tous été ravis de le faire d'ailleurs, ravis d'avoir des retours un peu constructifs. On a pu signaler aucune dérive dans ces approches, il y a eu des points d'amélioration quand même. Et puis on s'est même dit, mais en fait, l'initiative qu'on est en train de faire, c'est presque si on imposait aux enseignements sur les thérapies complémentaires des exigences qui sont supérieures à celles qu'on trouve pour les pratiques conventionnelles en fait. Parce que le niveau de rigueur en sciences dans nos pratiques médicales, je le disais bien, c'est... Oui, la pratique médicale, c'est basé sur la science, c'est largement inspiré de la science, mais c'est aussi beaucoup de moments où on se base sur notre expérience, sur les préférences du patient, et on doit essayer de composer avec des choses pour lesquelles la science n'a pas une réponse toute faite, en fait. Donc imaginons pas que la médecine, ce soit juste obéir à la science, comme si on avait un dieu qui obéissait, qui devait nous dire un peu quoi faire. Donc voilà, donc tout ça, ça fait partie des éléments critiques qu'on enseigne à nos étudiants, et on est ravis de voir que justement nos étudiants sont intéressés par cette vision complexe. Avec Nance Florence qui est ici, on anime ensemble un module de formation à l'esprit critique des étudiants. On les met dans des débats très chauds, très controversés, pour qu'on leur donne les outils pour mener une réflexion complexe, non pas pour leur dire quoi penser, mais pour mener une réflexion complexe. Et en tout cas, on est ravis de voir que voilà, ces étudiants-là sont ouverts à la complexité, sont ouverts à l'esprit critique, sont de moins en moins quand même enclins à adhérer à ces positions parfois un peu dogmatiques qu'il peut y avoir dans certaines prises de position très polarisées. Donc, apprécie cette complexité, et je trouve que c'est vraiment le rôle de l'université d'endosser cette fonction. Et je suis ravi de pouvoir participer un petit peu à cet esprit. Cette table ronde entre complètement, vous l'aurez compris, dans ce type d'initiative visant à stimuler l'esprit critique. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de questions dans la salle, de réactions à la table pour qu'on puisse discuter un peu tous ces sujets de façon épaisse. Merci. L'idée de dire finalement ces professions qui militent pour être encadrées, justement avoir une reconnaissance basée sur l'encadrement comme est le CNORM, finalement est-ce que c'est quelque chose qui transparaît de la position ordinale quoi. Il y a ces ordres-là, est-ce que ça va limiter les dérives quoi. C'est surtout ça, donc Fabrice en parlait justement de la volonté en Suisse d'avoir mis en place des professions bien réglementées. Est-ce que finalement la lutte contre les dérives sectaires ne passerait pas par une certaine forme d'acceptation, en tout cas d'encadrement étatique ou ordinal
de ces professions pour limiter justement les dérives, de permettre les signalements, de permettre d'avoir un code qui permet de savoir ce que peuvent faire ou non ces patients, ces praticiens. Et finalement, vous l'avez bien dit, hein, voilà, il y a des jeux, on peut faire de la méditation peut-être dans un cadre très précis, mais aujourd'hui, les gens peuvent se revendiquer de cette méditation sans avoir suivi ce cadre très précis. Et c'est probablement là qu'il y a un danger, c'est-à-dire qu'on a un affichage qui, quand on va dans la granularité, peut-être un fondement, un cadre, mais c'est, voilà, qui est garant de cet affichage et comment est-ce qu'on fait pour que les patients aillent voir des gens qui ont cet affichage et qui ont cette déontologie. Pour intervenir, Fabrice. Oui, peut-être pour préciser que donc, le GATT a été dissous en 2015, il y a une loi qui mettait fin à des initiatives un peu de ce type, c'est décrit un peu dans le rapport en fait, de l'ordre. Mais ce groupe, en fait, il a été réactivé en juin 2023. D'ailleurs, le jour même, j'en ai fait partie, donc je le sais, le jour même en fait, de la publication du rapport de l'Ordre des médecins, le comité d'appui technique à l'encadrement des pratiques de soins non conventionnels a été activé par Madame Firmin-Lebaudot. Et comme son nom l'indique, ou comme son nom le laissait espérer, on était censé se pencher sur la question de l'encadrement de ces pratiques. En réalité, ça a très vite dérivé vers une orientation de ce comité sur des travaux ciblant les risques, et la volonté de la ministre, sous l'impulsion notamment de la MIVLUD et des différents ordres, a été de créer un outil, un dérivomètre, pour alerter les patients sur les risques de dérive. Et ce comité a pris fin en décembre 2023, juste avant les discussions qui ont commencé au Parlement sur la loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires en santé. Donc voilà un peu quel a été l'agenda politique. Et je veux dire que c'était un peu annoncé quasiment d'emblée, puisque le comité d'appui technique à l'encadrement des pratiques de soins non conventionnels, il a été créé ou annoncé au moment des assises des dérives sectaires en mars 2023. Donc voilà, c'était un peu pour dire, mais nous, en tout cas, au CUMIC, on milite vraiment pour la mise en place de ce groupe d'appui technique, mais non pas juste pour se pencher sur les risques, comme je le disais tout à l'heure. Les patients, ils ne se tournent pas vers ces pratiques parce qu'elles sont à risque. Ils y trouvent un intérêt et ils aimeraient qu'on puisse sécuriser cet accès, en fait. C'est ça qu'ils demandent. Et je pense qu'il commence à devenir un peu difficile politiquement de penser à la place des autres, en fait, puisqu'il y a encore une tribune dernièrement qui est parue dans l'Express où certains s'insurgent contre le remboursement de certains soins complémentaires. Ben oui, si les patients le demandent, en fait, je comprends que tout le monde ne soit pas d'accord, mais on est dans une démocratie, en fait. Et il y a un moment, il faut peut-être entendre aussi ce que les gens veulent. Ensuite, vous vous interrogiez, madame, sur la question de pourquoi les médecins, finalement, vont se former à l'université à ces pratiques. En fait, il faut savoir, il faut regarder juste les chiffres, en fait. Mais en Allemagne, par exemple, on a un peu des chiffres fiables, 60% des médecins sont formés à au moins une pratique de soins non conventionnels. Ça veut dire quoi, en fait? Ça ne veut pas dire qu'ils sont dans le rejet de la médecine conventionnelle, mais ça veut juste dire, comme pour les patients, qui trouvent que c'est très bien la médecine conventionnelle, j'en fais partie, et qu'ils ont besoin de la compléter par autre chose. Alors, il y en a certains qui disent la médecine conventionnelle se suffit elle-même, elle n'a pas besoin d'être complétée par autre chose. Ben, oui, sauf que la preuve, c'est que les patients, justement, vont massivement vers ce type d'approche, et que même les médecins, en fait, et les professionnels de santé, demandez aux soignantes, aux infirmières, etc., se forment à ces approches. Ça ne veut pas dire qu'elles rejettent, ça veut dire qu'elles ont besoin d'un autre éclairage, en fait. Et donc, qui va leur apporter cet éclairage? Je pense que c'est l'université. Et maintenant, pour boucler sur l'esprit critique, déjà, je vous invite à être un peu prudente sur vos lectures sur X, parce que voilà, c'est ceux qui produisent ce type de désinformation se revendiquent de l'esprit critique. Je pense que, vous savez, la meilleure façon de pratiquer l'esprit critique, c'est de le faire comme on le fait aujourd'hui. C'est-à-dire de confronter des points de vue différents. Et ça évite un des écueils que je vois beaucoup dans la pratique de l'esprit critique, qui est la pratique de l'esprit critique dans un entre-soi où tout le monde pense pareil. Et je vous tends la main, puisqu'il y avait un congrès dernièrement qui était organisé justement sur les risques de dérives sectaires dans les pratiques de soins non conventionnels. N'hésitez pas à inviter les experts de la question, surtout quand ils sont locaux, en fait. Le risque, en fait, c'est que sinon, on tourne dans un système de croyance qui est un système de croyance sectaire. Et vous connaissez bien ces processus, vous en êtes l'experte. Je pense qu'il faut se méfier vraiment de ça. On gagne en liberté lorsqu'on se confronte à des points de vue un peu différents et qu'on essaie de trouver un point commun ensemble. Donc votre rôle, il est essentiel, le rôle de l'ordre, il est essentiel, le rôle du collectif NoFACMed est essentiel pour alerter sur les dérives, mais il y a une idéologie en fait dans la pratique des NoFACMed qui montre que même ce concept-là, le concept de FACMed, est une imposture intellectuelle. J'ai publié un article sur ce sujet pour montrer qu'en fait ce concept est très trompeur. Il prétend être équivalent aux pratiques de soins non conventionnels, ce n'est pas vrai, les pratiques ne sont pas les mêmes. Il utilise l'argument de la science pour départager ce qui est vrai ou fausse médecine à géométrie variable. Ça veut dire, dans certains cas, on prend le critère de la science, dans d'autres cas, on ne le prend pas.
Et en plus, ce terme-là, fake medicine, dans la littérature internationale, ça parle que des contrefaçons de médicaments. C'est-à-dire quasiment pas des approches qui sont des approches par essence non médicamenteuses comme les pratiques de soins non conventionnelles. Donc ce terme qui est très populaire aujourd'hui, qu'on sert à toutes les sauces et dans les médias, est un terme qui désinforme alors même qu'il prétend lutter contre la désinformation. Donc je pense que l'esprit critique, il doit aller jusque-là, jusqu'à ces zones d'inconfort en fait. Et j'espère qu'il y a des journalistes dans la salle pour peut-être commencer à réfléchir de façon un peu critique aussi à ces questions. En réalité, non, je ne serais pas en capacité d'y répondre parce que je n'ai pas assisté à ces cours. Moi, en fait, dans cette histoire, j'ai rien à voir avec cette histoire. En fait, j'ai été catapulté suite à un hasard de médias dans cette polémique, simplement parce que le rapport de la minute est sorti, il fallait répondre sur la mission anthroposophique, le responsable de l'enseignement n'était pas là, et le seul qui était responsable un peu de la mission intégrative au sein de la fac, c'était moi, et j'ai dû prendre une position sur ce sujet que je ne maîtrisais pas. Mais du coup, depuis, j'ai été rechercher quand même un peu ce qui se fait. Et donc vous dites, dans cette médecine, il n'y a rien qui peut être utilisé parce que toute cette théorie, elle ne tient pas debout. Oui, il y a des choses qui sont assez ésotériques, assez difficiles à comprendre. Tout ça, ça met dans la perspective du système de pensée qui est celui de la médecine anthroposophique. Donc vous pouvez trouver des trucs tout autant barrés dans l'homéopathie et dans la médecine chinoise, etc. Parce que ça fait partie d'une philosophie de soins différente. Sauf que maintenant, il y a quand même autre chose. La plupart de personnes qui m'ont interpellé, du coup, en me disant, même en me traitant au passage d'anthroposophe, ce qui est assez maladroit, me disaient, ouais, l'anthroposophie, la médecine anthroposophique, c'est quelque chose de vraiment problématique. Je dis, ok, qu'est-ce que vous savez de ça, en fait? Les réponses, c'est ces deux universitaires. Ils avaient regardé la page Wikipédia. Excusez-moi, mais en termes de science, on peut faire un peu autre chose que d'aller regarder sur Wikipédia. Donc moi, c'est ce que j'ai fait, en fait. Et qu'est-ce que vous voyez? En fait, sur la médecine anthroposophique, que je ne défends pas particulièrement, en fait, mais analyser les faits et la science, c'est ça aussi. C'est voir qu'en Allemagne, vous avez 13 cliniques anthroposophiques qui existent, qui sont les cliniques intégratives, qui font des soins conventionnels et à laquelle on rajoute la médecine anthroposophique. Vous avez une université complète dans laquelle le cursus de médecine classique est enseigné en parallèle de la médecine anthroposophique pour ceux qui le souhaitent. La clinique qui a été classée première au classement équivalent Le Point des cliniques en Allemagne il y a 2 ans est une clinique anthroposophique à Berlin. Enfin, c'est la première de Berlin et c'est la 5e au classement national. En Suisse, il y a un enseignement universitaire aussi sur la médecine anthroposophique. Qui dans la salle savait ça, en fait? Ok. Et donc, qu'est-ce que vous considérez? Vous considérez que les Allemands et les Suisses sont des irrationnels, des perchés, des... Vous voyez, oui, bah vous pouvez avoir le... Vous le pensez, d'accord. En tout cas, effectivement, je pense que ça peut être très rassurant de se dire, voilà, l'étranger est bête, stupide, etc. Moi, j'arrive pas à me dire ça comme ça. Il est bête, je dis qu'il a tort. Bah, vous avez le droit d'avoir votre religion et de considérer qu'effectivement, selon votre point de vue... En fait, en réalité, il faut quand même dire un point aussi, c'est que ce débat autour des pratiques de soins non conventionnels, qu'est-ce qu'il pointe? Il pointe le centrisme occidental dans une certaine vision de la médecine, qui est la vision basée sur le réductionnisme physico-chimique de Claude Bernard, c'est-à-dire cette physiologie qui est très ancrée dans le corps, et qui pratique une forme de racisme scientifique en considérant que toutes les approches qui se relèvent d'un autre type de théorie, eh bien, sont à exclure. Oui, mais ça, c'est pas la démarche de la médecine intégrative, et les patients ne sont pas dans cette démarche-là, en fait. Alors, ça ne veut pas dire que, encore une fois, les cliniques de médecine anthroposophique qui existent en Allemagne, elles ne convertissent pas leurs patients en anthroposophie. Il faut arrêter de penser des choses comme ça, en fait. Les patients, ils y vont parce qu'ils reçoivent des soins qui sont des massages, des techniques corporelles, de la phytothérapie, des enveloppements, différents types de pratiques qui sont inscrites dans un modèle de pensée anthroposophique, mais on ne leur demande pas du tout d'adhérer à ces théories du karma et à ces histoires-là. Absolument pas, en fait. Alors, je dis rien, c'est possible que des médecins qui dérivent un peu, qui aient envie de faire du prosélytisme, etc. Bien sûr, probablement. De la même manière, je veux dire, quand les psychiatres vous disent vous avez vécu quelque chose de difficile, je vais vous donner un antidépresseur parce que votre cerveau manque de sérotonine et donc on va rehausser son taux de sérotonine. Vous voyez, c'est un autre exemple finalement d'une façon de faire adhérer un patient à un mode de pensée qui est un mode de pensée en ce
cas-là exclusif, très biologisant, alors que je dirais une dépression après un choc émotionnel, ça se résume pas de la biologie. Oui, la biologie participe un peu, mais c'est pas que ça en fait. Donc voilà, il me semble que la question de la complexité, elle amène à se poser ce genre de questions, et veillons à éviter ces écueils un peu simplistes de se dire il y a des bons, il y a des méchants, il y a des gens tordus, des gens pas tordus. Enfin, certains arrivent peut-être à raisonner comme ça, moi j'arrive pas. Désolé, je m'efforce d'être binaire, mais j'ai beaucoup de mal. Fabrice, je vous avais dit un point important et je voudrais revenir sur ce qui a été dit par notre collègue gynécologue obstétricienne. En fait, l'esprit critique il appartient à personne et finalement notre métier il nous donne une légitimité par le titre que l'on a, mais c'est pas un blanc-seing qui est donné par ce diplôme. En fait, la capacité que l'on a à guider le patient dans ses soins, à lui proposer un cadre où il est en sécurité, parce que finalement, je trouve qu'on parle beaucoup du médecin comme d'un scientifique. Je suis désolé, mais aujourd'hui, les médecins ne sont pas des scientifiques. C'est pas vrai. Il y a très peu de médecins qui sont des scientifiques. Comme des scientifiques, c'est-à-dire des gens qui questionnent la science, qui fabriquent la science. Il y en a très peu. On est beaucoup sur des gens qui appliquent des protocoles, qui appliquent des recettes, qui appliquent des choses qu'ils ont vues, qu'ils ont appris, qui sont parfois très très éloignées de la science. Et ces gens-là, on les identifie comme des scientifiques, et on leur donne cette légitimité, cette parole. Mais c'est pas ça la science. Et ce que vous décrivez là, effectivement, c'est l'écoute, et c'est aussi rappeler au patient que l'ensemble de ce qu'on lui propose, c'est pas tant des choses qui sont basées sur l'évidence-based medicine, sur des études de très haute qualité, mais c'est aussi sur une méthode, c'est aussi sur une façon dont on va l'accompagner dans le doute aussi de notre pratique. On va lui dire que ce qu'on lui fait là est probablement pas la meilleure solution. On va lui faire une voix basse ou une césarienne, on va lui expliquer. Voilà, pour moi, je pense qu'il faut faire ça, mais peut-être que je me trompe, et peut-être que parce que j'ai pas envie de prendre ce risque-là, parce que dans mon expérience c'est comme ça, mais j'ai rien qui va appuyer ça dans la science. C'est pas de la science, c'est de l'expérience. Et donc je pense que vraiment cet esprit critique, il doit être insufflé au patient. On doit lui donner les codes, on doit lui donner les clés pour qu'il puisse décrypter les signaux qui vont nous faire basculer. Et justement, la problématique étant, il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué ici, c'est un phénomène qu'on appelle l'empowerment, qui est le fait de reprendre le contrôle de sa santé. Quand on a un cancer, on perd le contrôle un petit peu de sa santé, on s'en remet à un pronostic qui est incertain, à des médecins qui vous parlent chinois, c'est pas chinois, mais qui vous parlent une langue étrangère quand ils vous parlent de traitement, et finalement on a besoin un peu d'ancrage dans le réel, et cet ancrage c'est l'écoute, et c'est probablement donné par un certain nombre d'autres thérapeutiques qui sortent de notre champ là. Mais je pense que vraiment voir le médecin comme un scientifique en 2025, c'est probablement une erreur. Enfin, en tout cas, en tant que médecin et en tant qu'un peu scientifique, c'est une pratique qui est très différente. Et je vous assure que la médecine que l'on pratique aujourd'hui est quand même pas, c'est pas de la science, mais c'est la méthode que l'on propose, c'est le cadre, la sécurité que l'on propose aux patients, la réévaluation de notre pratique, les jalons, les choses qu'on ne doit pas dépasser, et le cadre dans lequel on fait. Et c'est ça notre input en tant que médecin, et c'est probablement vers ça, je pense, qu'il faut tendre quand on parle des thérapies complémentaires. C'est simplement ce que je voulais dire, je te laisse. Merci, votre témoignage était très touchant en fait, parce qu'on entend que vous appelez à des solutions en fait, comment on pourrait avancer vers quelque chose d'un peu concret. Alors c'est vrai que le temps d'écoute il est important, je suis psychiatre, on a parfois peu de temps en médecine à apporter aux patients et c'est très regrettable. Et donc du coup on se tourne vers les professionnels du psy et il se trouve que 50% des professionnels qui ont été pointés par la Miviludes comme à risque de dérive sont pour 50% des professionnels qui travaillent dans le milieu du psy. Psychologues, psychiatres, psychothérapeutes, psychanalystes. 50% des professionnels signalés. C'est-à-dire que le milieu de l'écoute aussi peut être un risque de dérive. Donc qu'est-ce qu'on fait en fait ? En fait, le risque de dérive, c'est avant tout un problème d'éthique personnelle. Et la seule façon pour moi de contribuer à éviter ça, c'est la formation justement. La formation des médecins, pour les enseigner, et c'est ce qu'on fait par exemple dans le début de méditation, médecine neurosciences, c'est de dire vous allez animer des séances de méditation, faites attention aux projections qu'on va faire sur vous, comme quelqu'un qui peut être potentiellement un gourou. Ne tombez pas dans ce piège. Oui, on leur dit en fait ça. Et de la même façon, pour les professionnels de l'écoute, c'est la même chose. Il faut qu'on les forme. Et donc, tous ces thérapeutes en fait, qui fleurissent un peu partout, moi je suis inquiet comme vous en fait, par cette non-régulation de ces thérapeutes. Et c'est pour ça que j'en arrive vraiment à cette conclusion un peu pragmatique que le système qui propose en Suisse, c'est le système, je ne vois pas en fait d'autre alternative à ça en fait, c'est de se dire, le milieu de tous ces praticiens de santé qui sont non régulés, il faut qu'on leur donne au minimum une base de formation correcte,
qu'on leur enseigne ces risques de cette toute-puissance du thérapeute, qu'on cadre leur formation, et au moins cela, on pourra diminuer le risque de nuisance quand ils seront des futurs professionnels. Ce ne sera pas un modèle parfait, je ne suis pas en train de vous dire que c'est la panacée, mais on va réduire les risques de dérive. Et ensuite, on n'empêchera jamais en fait tous les autres thérapeutes, etc. d'exister. C'est pas la question, mais au moins on aura sécurisé un contingent de professionnels qui sont en capacité d'éviter des dérives. Et ça, il me semble que c'est ce que la population attend en fait. Parce que sinon, qu'est-ce qu'ils font? Ils font comme vous le dites en fait. Ils vont se tourner même à l'étranger, ils vont aller chercher d'autres personnes. Je pense que c'est pas responsable aujourd'hui d'aller pointer les dérives de ces thérapeutes et de rester les bras croisés sans aucune réglementation. Vous parlez des démarches judiciaires. Très certainement, je ne suis pas juriste, je me prononcerai pas sur la question, de la même manière que je trouve que c'est assez important quand on parle de médecine que des professionnels de la médecine se prononcent sur ce qu'il faut faire. Donc je ne m'avancerai pas sur ce terrain parce que je pense que ce n'est pas du tout mon domaine de compétence. Mais pour la question des soins de support, enfin pour la question du cancer, vous avez les soins de support qui existent. Les soins de support dans lesquels la Miviludes laisse entendre plus ou moins qu'il y aurait de l'urinothérapie qui est pratiquée. Mais je veux dire, est-ce que la Miviludes a déjà été examinée des services de soins de support pour évoquer qu'il y a de l'urinothérapie dedans? Vous voyez, c'est une dérive en fait, de pouvoir prétendre ce genre de choses. Donc les soins de support, c'est des soins de support qui proposent justement des pratiques non conventionnelles associées aux soins conventionnels, pas toutes. Il y a une certaine prudence à la française aussi pour pas tout intégrer dedans. Ça ne veut pas dire que c'est des espaces qui ne sont pas vierges de dérive, il peut y en avoir comme partout, mais il faut qu'on le réglemente ça. Et ça, c'est justement la démarche de la médecine intégrative. La médecine intégrative, c'est ça qu'elle veille. C'est pas la porte d'entrée à tout type de dérive, comme certains voudraient l'entendre. C'est pas ça en fait. On a des gens qui sont responsables. Et donc, si ce n'est pas des médecins directement qui le pratiquent, parce que si ça devait être que des médecins qui pratiquent les pratiques de soins non conventionnels, il faudrait multiplier par 4 le nombre de médecins. Et donc, ça ne marchera pas. Donc, soyons pragmatiques en fait. Donc, il faut que des médecins au minimum encadrent les professionnels qui vont travailler sous leur responsabilité, définissent un cahier des charges, définissent une cohérence dans le modèle. La médecine intégrative, c'est pas juste saupoudrer parce qu'on a une infirmière qui fait un peu d'hypnose, une autre qui fait un peu de reiki, etc. Et donc on va bidouiller le truc et on va faire de la médecine intégrative. C'est pas ça en fait. Il faut qu'il y ait un modèle qui guide ça, il faut qu'il y ait un médecin qui le pense, avec une équipe qui travaille de façon interdisciplinaire, et qu'on s'interroge aussi en supervision sur les risques de dérive. Ben voilà, c'est comme ça qu'on pratique en médecine. Et aller maintenant pointer ceux qui vont dériver, ou alors ceux qui se prétendent médecine intégrative, alors qu'ils détournent ce terme, alors qu'ils ne sont même pas médecins en fait, parce que ça se voit aussi beaucoup en France, et ça contribue beaucoup à nuire à ce concept de médecine intégrative. Eh bien, si on n'a pas ce cadre d'encadrement, oui, il y a des dérives. Mais travaillons ensemble, en fait. On peut le faire. On est en train de préparer une tribune à laquelle je vous invite volontiers à vous associer, parce que c'est les patients qui le demandent, en fait, ça. Une meilleure intégration. Je pense qu'il faut qu'on passe le cran maintenant, de se dire, OK, on ose. Politiquement, c'est dangereux. Faut un peu de courage politique pour oser quelque chose comme ça. Mais qu'est-ce que veut la population? Je ne pense pas que ce soit juste répondre naïvement à leurs croyances, en fait. Non. Soyons un tout petit peu plus raisonnables. Je pense que les gens sont un peu plus rationnels qu'on le pense. Ils ne sont pas aussi irrationnels qu'on le prétend aussi facilement. S'ils vont faire ces approches, c'est parce qu'ils en ont perçu les bénéfices. Ce n'est pas qu'une affaire de croyance. Dans la médecine conventionnelle, quand on se sent mieux après avoir vu son médecin conventionnel, il y a aussi une part de croyance, il y a aussi une part d'effet placebo. Bah oui, c'est la médecine en fait. La médecine, elle est comme ça. La question, c'est comment on réduit les risques. Et pour finir sur la science, je vous invite à lire les recommandations de l'ASCO, par exemple, qui est membre de la Société internationale d'oncologie. C'est une branche de cette société qui propose une évaluation des thérapies complémentaires validées dans le cancer. Mais vous serez surpris en fait de voir tout un ensemble de thérapies qui sont recommandées avec certains niveaux de preuve. C'est pas forcément très élevé. Le but, c'est pas de traiter le cancer. Encore une fois, ne nous trompons pas. C'est d'accompagner les patients dans la maladie chronique. Donc on est plus dans le care que dans le cure. Mais c'est d'accompagner ça. Et c'est ça que les patients recherchent. Ils n'imaginent pas que le Reiki va leur guérir de leur cancer. C'est pas ça. Certains peut-être. Mais c'est dans les soins complémentaires en fait.